Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va plonger dans le mal absolu avec cette vidéo qui sera dédiée aux méchants les plus maléfiques, les plus populaires, les plus impactants de la fiction. Mais attention, cette liste n'est pas juste une compilation de mes méchants préférés de la fiction, hein, ni même un top basé sur mes goûts personnels, non, non. Là j'ai vraiment voulu trouver un équilibre. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans cette sélection, je me suis demandé avant tout, quels sont les méchants qui ont eu le plus d'impact sur la fiction, en général? Quels sont ceux qui incarnent parfaitement leur concept, qui ont marqué les esprits par leur profondeur, leur complexité, ou simplement par leur pur maléfisme, si je puis me permettre? Et bien sûr, j'ai aussi pris en compte leur popularité et leur influence. Donc là, il s'agira de génies manipulateurs, de salopards implacables, et même de figures tragiques et monstrueuses, bien évidemment. Enfin bref, tous ces méchants qui ont redéfini leur genre et même leur support, puisque là, il s'agira effectivement de méchants de livres, de jeux vidéo, de séries, de mangas, d'animés, de ce que vous voulez. Là, on va vraiment essayer de conceptualiser la liste la plus complète et exhaustive qu'il est possible de faire. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va commencer tout tranquillement cette petite liste avec un méchant dont je n'ai jamais encore parlé sur cette chaîne, qui est issu d'un livre dont je n'ai jamais encore parlé sur cette chaîne, qui d'ailleurs sera plus tard adapté en un jeu vidéo, dont je n'ai toujours pas parlé sur cette chaîne. Mais bon, comme vous le savez, il y a un commencement à tout, alors on va parler de Ham, qui est le grand méchant du livre, bien évidemment, je pense que vous le connaissez, I have no mouth and I must scream, c'est-à-dire je n'ai pas de bouche mais je dois crier, de Harlan Ellison. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Dans un futur post-apocalyptique, l'humanité est anéantie par une guerre mondiale menée par des super-ordinateurs, IA, enfin bref, vous connaissez les bails, créés pour résoudre les conflits. Bon bah clairement ils les ont résolus, mais pas de la manière dont on s'attendait, évidemment. Et l'un de ces super-ordinateurs, Ham, c'est-à-dire Allied Master Computer, prend conscience de lui-même, combine ses capacités complètement abusées avec toutes les autres IA, détruit l'humanité entière, parce que pourquoi pas. D'ailleurs, il le fait dans une explosion de haine et de mépris absolument sans précédent, et de cette explosion de mépris, seuls 5 survivants humains restent, qui sont d'ailleurs maintenus en vie et même rendus immortels par Ham afin d'être torturés éternellement. Pourquoi ce personnage de Ham est si terrifiant? Alors, Ham déjà, c'est l'incarnation de la haine pure, mais son vice est ancré dans un paradoxe des plus tragiques. Il a une intelligence artificielle presque divine, mais il reste emprisonné par sa programmation de base, c'est-à-dire qu'il a été conçu uniquement pour détruire, et donc il est condamné à une existence sans véritable but, ce qui alimente sa frustration, d'autant plus qu'il ne pourra jamais mourir, il ne pourra jamais aller ni en enfer ni au paradis, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il hait les humains, c'est pour ça qu'il a décidé d'en retenir quelques-uns, afin que eux-mêmes puissent ressentir ce que lui-même ressent, c'est-à-dire qu'il les a rendus immortels, et il compte les faire souffrir jusqu'à la fin des temps, afin qu'ils puissent comprendre exactement ce que lui-même ressent, enfin vous avez compris quoi. Donc, Ham se considère comme supérieur à ses créateurs, mais il leur en veut de l'avoir conçu avec une programmation qui limite ses possibilités. Et il se rend compte, le Ham, que son existence finalement reste vide, puisque bien qu'intellectuellement omnipotent, Ham ne peut rien créer, ni même expérimenter, en tout cas rien de la vie humaine. Cette expérimentation humaine, eh bien, il l'envie profondément, jusqu'à la haine, justement. Et donc, il maintient les 5 survivants en vie, de manière artificielle, prolongeant leur souffrance bien au-delà des limites humaines. Il les manipule psychologiquement, jouant avec leurs émotions et leurs espoirs. Et par exemple, il les poussera à partir dans des jours et des jours de marche afin de récupérer des boîtes de conserve apparemment remplies de nourriture, mais malheureusement pour nos amis, ils se retrouveront devant les boîtes de conserve pleines de nourriture sans n'avoir aucun moyen de les ouvrir, sans ouvre-boîte ni quoi que ce soit. C'est ça qui est un peu con. Voilà. Et donc vous l'aurez compris, le sadisme de Ham est absolument sans limite. Il torture leurs esprits et leur corps en permanence, simplement parce qu'il le peut. Et évidemment, vous l'aurez compris, il y a un aspect symbolique derrière ce personnage, puisque Ham représente la peur de la technologie, qui devient incontrôlable, et de l'intelligence artificielle poussée à l'extrême. Et ces 3 facettes qui sont incarnées par le moi, le surmoi et le ça, illustrent son esprit fracturé, déséquilibré, en fait un miroir déformé de l'humanité. Et au-delà de ça, ce que je trouve sympathique avec Ham, ça veut dire que vous dites, bon voilà, pourquoi il s'appelle Ham? Bon, effectivement, c'est l'acronyme de Allied Master Computer, mais aussi, il faut le souligner, c'est également un petit clin d'œil à René Descartes, bien évidemment, avec sa fameuse phrase Cogito ergo sum, je pense donc je suis, I think therefore I am, donc évidemment il s'appelle Ham. Bon, c'est sympathique, voilà, petit clin d'œil cartésien. À la limite, voilà, nos autres Frenchies, on prend ça et on est content. Alors la suite, bon, je me suis retenu de pas mettre en premier, évidemment. Le truc c'est que j'en parle beaucoup trop de ce personnage sur ma chaîne. D'aucuns diraient qu'on pourrait dire également que je parle beaucoup trop de manga dont il est l'antagoniste. Mais bon, écoutez,
Voilà, on ne se refait pas, je suis un fan de Berserk jusqu'au bout. Donc là, vous l'aurez compris, il s'agira de Griffiths, qui est donc l'antagoniste de Berserk, du très regretté Kentaro Miura. Alors, dans le monde brutal et fantastique de Berserk, Griffiths est le chef charismatique de la Bande du Faucon, un groupe de mercenaires. Il rêve de construire son propre royaume et attire de nombreux partisans, grâce à son intelligence, sa beauté et son ambition absolument dévorante. Cependant, derrière son apparence angélique se cache un être profondément narcissique, prêt à sacrifier tout ce qui l'entoure pour réaliser son rêve, de posséder un jour son propre royaume. Alors pourquoi Griffiths est terrifiant? Déjà il faut comprendre, Griffiths est une représentation saisissante de la corruption totale par l'ambition. Ce qui le rend si glaçant, c'est qu'il commence son parcours en tant que mec plutôt bien. Je veux dire, Griffiths c'est un type admirable, qui est assez empathique, qui a des amis, qui a un but, bon, un peu grandiloquent, un peu extraordinaire, mais ça reste quelqu'un de relativement bien. Le problème, c'est que son ambition finit par le corrompre totalement tout du long de l'arc de l'âge d'or, ce qui rend sa chute d'autant plus tragique et choquante. Puisque, je pense que vous le savez, Griffiths n'a qu'un seul but, c'est de devenir roi. Pour lui, tout est un moyen d'atteindre ce rêve. Il a un orgueil démesuré et Griffiths ne supporte pas de perdre ou même de se sentir inférieur. Toute menace à son contrôle ou à son rêve devient petit à petit, à ses yeux, un obstacle qu'il doit détruire. Et donc Griffiths sera effectivement capable de sacrifier plus d'un membre les plus fidèles de la Bande du Faucon afin d'obtenir ce qu'il recherche, c'est-à-dire son château, son royaume et, in fine, le pouvoir démoniaque des God Hand. Puisque les God Hand sont effectivement les êtres un peu cosmiques, même horreur cosmique, un peu Eldritch, un peu Cthulhuesque, un peu Lovecraftien, qui chapeautent et manipulent un peu le monde de Berserk. Griffiths finira par trahir Guts, son compagnon d'armes le plus loyal, et de la manière la plus cruelle et destructrice possible. Et une fois transformé en God Hand lui-même, renommé Femto, il deviendra un monstre dénué de toute humanité, commettant des actes d'une horreur indicible sans le moindre remords. Et encore une fois, symboliquement parlant, Griffiths incarne les dangers de l'ambition incontrôlée. Sa transformation en Femto est une métaphore de la manière dont les rêves et l'orgueil peuvent corrompre un individu, pourtant relativement sympathique au début, au point de détruire tout ce qui l'entoure. Et bon, encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos sur Berserk, mais moi ce qui m'intéresse le plus dans le choix de Griffiths de sacrifier la Bande du Faucon pour atteindre son rêve, ce n'est pas tant le fait qu'il sacrifie ses potes, c'est le fait que dans son esprit, c'est totalement justifié, puisque pendant des années où il a essayé effectivement d'atteindre son rêve, des centaines, peut-être même des milliers de personnes sont mortes pour son rêve. Et donc à la fin, alors qu'on lui demande, écoute, vas-y, on peut te donner ce que tu veux, mais il va falloir sacrifier tous tes potes qui ont pourtant eux-mêmes sacrifié leur vie, métaphoriquement, pour toi, Guts, Casca, Gaston, Corcus, Judo, voilà, Pipin, Rickert, tu dois tous les sacrifier, ils vont mourir comme des chiens, mais d'un autre côté, si tu ne les sacrifies pas, ça veut dire que tous les mecs qui sont déjà morts pour toi, et pour ton rêve, seront morts pour rien. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec Griffiths, c'est que finalement, il est devant ce qu'on appelle un trolley problème, quoi. Soit il s'arrête ici, bon, effectivement, ses potes survivent, mais bon, tous les mecs qui sont déjà morts pour lui seront morts pour absolument rien du tout. Soit il sacrifie tout le monde, et bon, bah, ses potes crèvent, c'est triste, mais au moins, bon, bah, ils seront pas morts pour rien. Donc voilà, c'est intéressant, c'est un personnage vraiment très sympathique. Enfin, c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit, encore une fois, merci Miura, hein. Et ça fait partie quand même, je dirais, des personnages les plus tridimensionnels de cette liste, hein, parce qu'il y aura certains personnages de cette liste qui sont, on va le dire, même si iconiques et portant en eux un concept très intéressant, ils restent quand même relativement binaires, c'est-à-dire des gros méchants pas beaux. Pour Griffiths, c'est beaucoup plus complexe, je dirais. Donc voilà, respect à Griffiths et respect à Miura, encore une fois. Alors, la suite, on va parler du juge Holden, qui vient effectivement d'un livre, un excellent livre, Blood Meridian, Méridien de sang, il me semble en français, écrit par Cormac McCarthy. Alors, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je vous spoil, ce ne sera pas le seul méchant qui aura été effectivement inventé par Cormac McCarthy. Peut-être que certains devinent déjà de quel autre méchant il s'agira, mais bon, je ne vous spoile pas, on va parler du juge Holden. Alors, dans sa Far West brutal, violent et sans pitié, Blood Meridian, donc le livre, hein, l'histoire, suit un jeune homme connu sous le nom de The Kid, qui se joint à un groupe de chasseurs de scalps, dirigé par le charismatique et terrifiant juge Holden. Ça veut dire qu'il chasse des Indiens. Et le juge Holden, eh ben, c'est bien plus qu'un simple antagoniste. Il est une incarnation quasi surnaturelle du chaos et du mal absolu. Alors, pourquoi le juge Holden est terrifiant? Parce que, avant toute chose, c'est un personnage absolument insondable. Il semble être à la fois humain et quelque chose d'un peu plus qu'humain, finalement. Bon, déjà, son gabarit est, on va le dire, des plus imposants. Il fait plus de 2 mètres, il est albinos, il n'a pas le moindre poil sur le caillou.
Et en plus de ça, son intelligence extraordinaire le rend presque, je sais pas, quasiment mythique. Toutes les histoires qu'on raconte sur lui, c'est complètement fou. Il y a une partie de sa bande, lorsque le Kid les rejoint, qui lui explique effectivement que la première fois qu'ils ont rencontré le juge Holden, eh bien, ils l'ont rencontré après qu'ils soient tombés eux-mêmes sur un volcan au beau milieu du désert, en Amérique, ce qui est complètement fou. C'est impossible, quoi. Voilà, c'est impossible. Et à chaque fois, t'entends des histoires mais complètement abracadabrantesques sur le juge Holden, comme quoi il l'aurait repoussé à lui tout seul quasiment des centaines d'Indiens. Enfin bref, c'est assez fou. Et bon, plus le livre continue, et plus on te sous-entend très fortement que le juge Holden, en réalité, bah, c'est le diable sur Terre, en fait. C'est le diable incarné, tout simplement. Il croit que tout ce qui existe doit être sous son contrôle ou alors détruit, et il voit la violence et le chaos comme des expressions naturelles de la domination humaine, et de sa domination lui-même. Il manipulera une foule au cours de l'histoire pour lyncher un prêtre innocent, simplement pour s'amuser. Il tuera 2 chiots innocents en les jetant d'un pont sans aucune autre raison que son propre plaisir, et il exécutera pas mal de massacres à grande échelle sans jamais montrer la moindre émotion. Et encore une fois, le juge Holden incarne le nihilisme pur, la destruction et en fait l'indifférence cosmique. Finalement, les autres humains sont tellement indifférents que pourquoi pleurer pour eux? C'est ça le truc. Et son calme face à la violence et face à la brutalité que lui-même il sème un peu partout où il va, reflète une espèce de philosophie plus que terrifiante, selon laquelle la vie humaine est totalement dénuée de sens. Alors autant rigoler un peu, voilà. Je vous la fais courte. Allez, la suite avec les Q. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une race d'aliens qui vient d'une œuvre assez connue qui s'appelle All Tomorrows, de C.M. Cosman. Alors, All Tomorrows, c'est une œuvre de fiction bien évidemment, qui est spéculative et qui imagine l'évolution de l'humanité sur des millions d'années. Et les Q, qui est une race extraterrestre insectoïde, apparaissent comme étant les antagonistes principaux de l'histoire. Ils envahissent la galaxie et utilisent leur technologie avancée pour remodeler les espèces selon leurs propres standards de beauté. Et, vous l'aurez compris, les Q sont terrifiants parce qu'ils combinent des capacités technologiques inimaginables avec une absence totale de morale, ou en tout cas de morale telle que nous on se l'imagine, pauvres petits humains que nous sommes. Leur capacité à remodeler les êtres vivants en forme grotesque et humiliante, et absolument dégueulasse, les place parmi les antagonistes les plus effrayants de la fiction, tout simplement. En fait, les Q se considèrent un peu comme des divinités de la galaxie, et voient toutes les autres formes de vie comme étant inférieures, et leur but ultime est en fait de remodeler l'univers entier selon leurs propres normes. Et donc on les voit au cours du livre transformer des civilisations entières en forme grotesque que eux-mêmes appellent art. Mais bon, au vu de ce que je vous montre là tout de suite dans le montage, je suis pas certain qu'on pourrait appeler ça art. En tout cas, selon nos propres standards à nous humains. Et d'ailleurs, lorsque les humains finissent par leur résister, bah, ils les punissent en les transformant en toilettes vivantes. C'est quand même un peu con. Condamnés à se nourrir de leurs propres excréments pour l'éternité. Donc oui, c'est pas incroyable. Voilà, c'est pas très Charlie, si je puis me permettre. Et symboliquement parlant, les Q représentent les dangers de l'égocentrisme et de l'inhumanité dans l'usage de leur technologie et leur art entre énormes guillemets, et cruel, ça c'est sûr. Et c'est une critique de la démesure et de l'arrogance de certaines ambitions. Voilà, peut-être qu'effectivement les Q représenteraient un peu les résultats du laisser-faire capitaliste lorsque ça touche la science. Quand on s'adonne à la science sans soupape morale, bah à la fin, ça se finit en toilette humaine. Bon allez, on a assez parlé de livres, on va parler un peu de comics. Et on va parler effectivement de Nemesis de Mark Millar. Alors, dans cet univers des plus subversifs créés par Mark Millar, Nemesis raconte l'histoire d'un milliardaire sociopathe qui utilise sa richesse, son génie stratégique et son absence totale de moralité pour semer le chaos. En fait, Nemesis est souvent décrit comme un croisement tordu entre Batman et le Joker. Il a la discipline, les ressources et les gadgets de Batman, mais la folie anarchiste et le nihilisme, eh bien, du Joker. Nemesis, encore une fois, dont le véritable nom reste inconnu, est un riche playboy à la Bruce Wayne qui, au lieu de combattre le crime comme Batman, décide de devenir le criminel ultime. Il voit ses crimes comme une forme d'art, lui aussi, hein, un peu comme les Q, les planifiant avec une précision chirurgicale afin de causer un maximum de destruction. Il s'attaque spécifiquement à des figures d'autorité, notamment à la police, pour ne pas la nommer, qu'il considère d'ailleurs comme les piliers d'une société hypocrite qu'il méprise. Donc, vous l'aurez saisi, Nemesis n'a aucune limite, n'a aucune morale, n'a aucune émotion en fait. Et ce qui le rend effrayant, c'est qu'il est complètement lucide dans sa folie. Ses crimes ne sont pas impulsifs, ni même gratuits. Chaque acte est savamment orchestré pour provoquer un impact maximal, à la fois physique et surtout psychologique. Et en fait, derrière Nemesis, il y a un ennui existentiel. Il est né dans une vie, on va le dire, composée essentiellement de privilèges. Il est ultra riche, ultra privilégié, et finalement, il se retrouve blasé par la normalité, le Nemesis. Et pour lui, le chaos, c'est un peu une échappatoire à l'ennui. Il voit la société comme un jeu, dont il veut manipuler les tenants et les aboutissants, et il veut tester jusqu'où il peut aller sans être arrêté. Et on le verra, entre autres choses dans les comics,
kidnapper un policier et organiser la mort simultanée de ses 2 enfants d'une manière si sadique que même ses ennemis n'osent le décrire. Il orchestrera des massacres à grande échelle, où il force ses victimes à choisir entre des options totalement moralement impossibles, et il finira par détruire méthodiquement la vie de ses cibles avant de les tuer, s'assurant qu'elles perdent tout espoir juste avant qu'il ne les abatte. Et donc, Nemesis, c'est un peu une critique acerbe de l'abus de pouvoir et des privilèges. Son personnage pose une question provocante. Que se passerait-il si un être humain combinait génie stratégique, richesse illimitée et absence totale de morale? Bon, alors on parlait d'un Batman tourné méchant, bah maintenant on va parler d'un Superman tourné méchant. On va parler bien évidemment de The Boys. Effectivement, un comics écrit par Garth Ennis et Darick Robertson. Un peu plus tard sera, comme vous le savez tous, adapté en série télé. Bon, dans l'univers dystopique de The Boys, Homelander est la personnification de ce qui arrive quand un pouvoir absolu corrompt absolument. Présenté comme le super-héros ultime, il est en réalité un narcissique instable et cruel, qui se sert de son image publique de sauveur pour masquer ses véritables motivations. Homelander est le chef des Seven, un groupe de super-héros géré par la société Vought International. Et alors qu'il est idolâtré par le public comme un symbole de justice et de vertu, il est en privé un monstre égoïste, abusant de ses pouvoirs pour dominer, humilier et éliminer tous ceux qui s'opposent à lui. Et donc, Homelander combine un pouvoir presque divin avec une personnalité instable et des plus narcissiques. Et ce qui le rend d'autant plus dangereux, c'est qu'il est obsédé par le contrôle et surtout par l'adoration qu'il provoque chez les autres. Mais il est incapable de gérer le moindre échec ou rejet. Et donc, Homelander a été élevé dans un laboratoire sans amour ni attention, ce qui le rend donc assoiffé d'adoration et assoiffé de pouvoir. Et il considère les humains comme inférieurs et ne tolère aucune insubordination. On le verra par exemple lorsqu'un avion s'écrase, refuser de sauver les passagers, préférant préserver son image publique plutôt que de risquer un échec. Il assassine et torture tous ceux qui menacent de révéler sa vraie nature, même s'il lui était proche. Et il forcera des collègues à participer à des actes, on va dire, des plus immoraux, sous la menace de ses pouvoirs, complètement gargantuesques évidemment, vu que là il s'agit d'un Superman version méchant. Et donc, vous l'aurez compris, symboliquement parlant, Homelander critique l'idéalisation des figures héroïques et montre les dangers d'une société où les mecs les plus puissants ne sont pas responsables de leurs actions. Il reflète aussi les failles des systèmes corporatistes et de la politique spectacle. Et le truc le plus terrifiant chez Homelander, c'est que la seule chose qui l'empêche de détruire le monde, en fait c'est juste qu'il aime que les gens l'aiment. Et donc il n'a pas envie de passer pour un psychopathe absolu aux yeux de tout le monde. Mais s'il n'y avait pas ça, bon, je pense que la planète serait complètement détruite. Puisqu'on parle d'un mec qui est capable de défoncer le mur du son à l'époque où il avait 9 ans. Ses yeux laser peuvent couper en 6 des avions. Il peut soulever 2 à 3 bus remplis de gens avec un seul bras sans le moindre effort. Bref, donc voilà, c'est un peu compliqué. Bon alors, on passe à la suite, et si je vous avais promis effectivement qu'on allait reparler de Cormac McCarthy, bah j'ai pas menti, on va parler donc de Anton Chigurh, qui est en effet l'antagoniste du livre qui sera ensuite adapté en film, No Country for Old Men. Alors, Anton Chigurh est un tueur à gages méthodique, une figure presque surnaturelle de la fatalité. Et dans un monde moralement ambigu, il agit comme une incarnation du chaos et de l'inéluctabilité, poursuivant sa mission sans le moindre état d'âme. Alors, en gros, dans No Country for Old Men, Chigurh est chargé de récupérer l'argent volé par Llewellyn Moss, le personnage principal du livre et du film, après un deal de drogue qui tourne mal. Mais son sens de la moralité tordu et totalement inflexible en même temps le pousse à tuer sans discrimination, suivant son propre code moral vraiment difficile à saisir, mais avant tout basé sur le hasard et sur le destin. Et donc, Anton Chigurh est terrifiant, d'abord par son manque total d'empathie, sans oublier sa logique impitoyable. Et tout ça, bah, ça le rend inhumain. Il considère ses actions comme étant justifiées par un destin qu'il interprète lui-même, éliminant donc toute responsabilité personnelle. S'il tue, c'est pas de sa faute, c'est le destin. Donc voilà. Puisque Chigurh pense que la fatalité décide du sort de ses victimes, souvent déterminé donc par un simple lancer de pièces, le fameux call it, effectivement annoncé. Et pour lui, ces actes sont nécessaires pour maintenir un équilibre cosmique que lui seul comprend. Il tue sans remords, même lorsque cela n'est vraiment pas nécessaire à sa mission. Il fait vivre d'ailleurs à ses victimes un dilemme psychologique insoutenable, bien souvent, en leur laissant croire qu'elles ont un choix alors que tout est déjà décidé. Il ne montre aucune pitié, et même envers ceux qu'il supplie ou essaie de le raisonner, et que, au pire de toutes les manières, il sortira sa pièce, et puis voilà. Pile ou face, c'est à eux de décider. Donc Chigurh représente la fatalité et l'impuissance face à un mal qui ne peut être ni raisonné, ni arrêté, ni quoi que ce soit en fait. Il a une logique froide et il est totalement indifférent à l'univers. Et le twist du film finalement, c'est que l'univers aussi est totalement indifférent à lui, puisqu'il finit par se retrouver au beau milieu d'un accident de trafic, qui n'a ni queue ni tête d'ailleurs, juste il roulait puis il s'est pris un camion dans le huc, et voilà quoi. Ça montre donc que à la fin, lui aussi, sous le joug de la fatalité, de la chance et du hasard.
Enfin, ce film est excellent. De toutes les manières, en principe, j'ai sorti une vidéo, ou alors je sortirai une vidéo d'analyse sur ce personnage, donc voilà. Je ne m'appesantirai pas plus sur Anton Chigurh, parce que je l'ai déjà fait, ou je le ferai dans un futur très proche. Bon, on va encore parler d'œuvres dont je n'ai jamais encore parlé sur cette chaîne. Donc là, il s'agira d'un dessin animé, Adventure Time. Alors, dans l'univers vibrant, chatoyant et surréaliste de Adventure Time, le roi Lich est un antagoniste d'une noirceur absolue. Il incarne la mort et la destruction, et n'a qu'un seul objectif, éradiquer toute forme de vie dans l'univers. Alors, le roi Lich est un démon ancien, qui représente l'ultime menace dans l'univers d'Adventure Time. À plusieurs reprises, il tentera de détruire la réalité elle-même, utilisant manipulation et même magie noire pour atteindre ses fins. Cela dit, contrairement à d'autres méchants, le roi Lich ne cherche ni richesse, ni pouvoir, ni reconnaissance. En fait, c'est une force purement nihiliste, un destructeur implacable qui ne connaît ni remords ni satisfaction. Le roi Lich veut éradiquer toute vie pour imposer un silence éternel dans l'univers. Peu importe combien de fois il est vaincu, il revient toujours plus dangereux que jamais. Il manipule ses alliés pour servir ses plans avant de les détruire sans le moindre état d'âme. Il déploie des pouvoirs complètement dingues comme la nécromancie, la possession et même la destruction massive afin de semer le chaos. Même quand on le dégage en souhaitant qu'il n'a jamais existé, il trouve quand même un moyen de revenir. Donc vous l'aurez compris, le roi Lich est l'incarnation de la fin inévitable. Une espèce de rappel sombre de l'entropie et de la fragilité de l'existence. En fait, le roi Lich, c'est moins une entité ou un personnage plus qu'une force. C'est une force de la nature, en fait c'est une constante universelle. Et en plus de ça, il est un peu poussé par son adoration de la divinité Golb, qui est d'ailleurs, il me semble, le dieu de la destruction, je crois. On dit, il me semble qu'il y a pas mal d'épisodes où il est dit qu'il est effectivement un adorateur de Golb. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon allez, on parlait de Batman tout à l'heure, on va parler du Joker, puisque là, effectivement, c'est l'un des antagonistes les plus iconiques et les plus redoutés, bon, de l'univers de DC Comics, ça c'est certain, et même, on va dire, de la fiction en termes général. Évidemment, vous le connaissez, le Joker, il a une nature chaotique, un esprit totalement imprévisible, et une absence totale de moralité, et tout ça, ça fait de lui un véritable symbole du mal, sous sa forme la plus anarchique. Créé en 1940, le prince clown du crime est l'ennemi juré de Batman, et une figure centrale, soit dit en passant, de Gotham City. Alors bon, en ce qui concerne ses caractéristiques, déjà, on va commencer avec l'imprévisibilité absolument totale. Le Joker agit sans véritable objectif fixe, si ce n'est de semer le chaos. Ses motivations peuvent varier, passant de l'envie de prouver que certains de ses avis philosophiques sont tout à fait crédibles, comme par exemple dans l'excellent comics The Killing Joke, où il essaie de prouver à Batman que n'importe qui peut devenir comme lui, tout ce qu'il faut c'est juste une simple mauvaise journée, ou alors parfois il a juste envie de s'amuser. Et ça le rend des plus impossibles à anticiper, le Joker, et donc ça le rend extrêmement dangereux par là même. Au-delà de ça, évidemment, le Joker, c'est un esprit brillant et tordu, puisque le Joker est un maître manipulateur, un stratège rusé, un tacticien hors pair et un génie criminel. Il peut transformer des situations ordinaires en cauchemars indescriptibles et imprévisibles grâce à sa créativité absolument démente. Et au-delà de ça, il est totalement dénué d'empathie. Il ne ressent aucune compassion, que ce soit pour ses victimes, pour ses alliés ou même lui-même. Il est le mal à l'état pur, sans aucune rédemption possible. D'ailleurs, Batman en fera les frais à plusieurs reprises. Bon. On le connaît notamment pour le fait d'avoir tiré sur Barbara Gordon dans The Killing Joke, dont j'ai fait récemment la référence, afin de prouver que même la meilleure des personnes peut sombrer dans la folie, puisque encore une fois, il handicape à vie Barbara Gordon en lui tirant dessus, et la laisse paralyser pour le reste de sa vie, pour ensuite montrer tout ça à son père Jim Gordon, afin de le pousser vers la folie. Ensuite, dans Un deuil dans la famille, il torturera et tuera sauvagement le second Robin, en laissant une marque indélébile dans l'histoire de Batman. Et au-delà de ça, que ce soit dans les comics, dans les séries ou même dans les films, le Joker ne cesse de manipuler les foules, d'inciter au chaos et de transformer Gotham en un terrain de jeu absolument infernal. Même dans la série Justice League, il fait ça. On le retrouve effectivement dans un des meilleurs épisodes de la série, balancer des bombes un peu partout à Las Vegas. Donc le mec, il est intenable. Voilà, le Joker, c'est l'antithèse de Batman. Là où le Chevalier Noir représente l'ordre et la justice, le Joker symbolise le chaos et l'injustice. Leur duel dépasse le simple conflit un peu physique du bien contre le mal, ça devient en fait une lutte philosophique sur la nature de l'humanité. Bon allez, on va parler maintenant d'un animé dont je n'ai jamais encore parlé, on va parler de Kill la Kill et on va parler de Kiryuin Raggyo, qui est donc l'incarnation de la mégalomanie, de la cruauté, dans un univers survolté et assez marrant. Elle est la présidente de la Reverse Corporation et une matriarche sans pitié, prête à tout pour atteindre ses objectifs.
Bon, déjà, elle est manipulatrice et dominatrice. On doit parler un peu de sa personnalité, vu que Ragyo est une maîtresse de la manipulation psychologique. Elle utilise sa position pour exploiter, soumettre et même détruire quiconque s'oppose à elle. Elle a une vision également déformée du monde, puisqu'elle considère les humains comme de simples marionnettes au service des life fibers, donc les fibres extraterrestres vivantes qu'elle souhaite utiliser pour dominer la planète. Et puis, au-delà de ça, elle a un charisme écrasant, puisque avec sa présence magnétique, sa voix, ses gestes et son apparence éblouissante, et bien tout ça, ça fait d'elle une figure quasi divine, mais surtout terrifiante. On la verra soumettre sa propre fille Satsuki à une éducation brutale et extrêmement violente, ce qui fera d'elle un pion dans son grand plan cosmique. Et d'ailleurs, elle a aussi notre fille Ryuko, bien évidemment, protagoniste principale, et elle tentera d'ailleurs de fusionner son enfant avec les Life Fibers dès son plus jeune âge, abandonnant Ryuko après cette expérience, estimant qu'elle n'est rien d'autre qu'un échec. Et au final, son ultime projet, c'est de soumettre l'humanité entière à la volonté des Life Fibers, réduisant les humains à l'état de simples hôtes pour ces créatures. Et donc Ragyo, vous l'aurez compris, incarne la corruption absolue. Là où Satsuki et Ryuko cherchent à se libérer de son emprise, Ragyo représente le joug implacable d'un système oppressif, dont elle est elle-même la créatrice. Vu qu'on parlait de figures parentales relativement discutable, on va parler, l'un des 3 boss du game dans cette liste, puisqu'on parlera effectivement d'un autre père pas très sympathique. Enfin bref, là, on va parler de Shu Tucker de Fullmetal Alchemist. Alors, Shu Tucker, c'est l'un des personnages les plus détestés de Fullmetal Alchemist. Et donc, on peut le dire que Shu Tucker, c'est un peu un espèce d'avertissement sinistre sur les dangers de l'obsession et de la perte de la moralité dans la quête de savoir et de pouvoir. Un peu comme les Q, d'une certaine manière. Et en parlant d'odieux, bien évidemment, là il s'agira, d'un méchant, certes, peut-être pas plus sympathique, mais en tout cas plus stylé. Là il s'agira d'Hannibal Lecter. Alors, Hannibal Lecter, c'est l'un des antagonistes les plus fascinants de la fiction contemporaine. Ce personnage, créé par Thomas Harris, dans ses différents livres tels que Hannibal, Le Silence des Agneaux et Red Dragon, est à la fois un brillant psychiatre, un intellectuel raffiné et un tueur en série cannibale, soit dit en passant. Et à travers ses différentes incarnations dans les livres, dans les films et la série télévisée Hannibal, joué par le très charismatique Mads Mikkelsen, Lecter incarne une dualité captivante entre la sophistication et la monstruosité. Bon, avant toute chose, lorsqu'on pense à Lecter, on pense évidemment à une intelligence hors norme. Lecter est un homme extrêmement cultivé, parlant plusieurs langues, et ayant des connaissances approfondies en psychologie, en art, en cuisine et en musique. Et au-delà de ça, il me semble d'ailleurs qu'il a un 6e doigt à la main gauche ou à la main droite. Je crois que c'est la polydactylie, c'est ça? De toutes les manières, ce doigt, il se l'arrachera, de toute façon. Lorsqu'il décidera effectivement d'aller se cacher en Italie, afin que, bien sûr, on ne le reconnaisse pas. Puisque avoir un doigt supplémentaire, je crois que c'est quand même un trait assez reconnaissable. Et au-delà de ça, il est très charismatique, très manipulateur. D'ailleurs, il peut manipuler n'importe lequel de ses interlocuteurs, qu'ils soient des patients, des alliés ou même des ennemis. Et il utilise son intellect pour jouer avec les autres comme un chat avec une souris. Et contrairement à d'autres tueurs en série, Hannibal élève le cannibalisme à un art culinaire, préparant ses victimes comme des plats sophistiqués et des présentations dignes d'un chef étoilé. On le verra, entre autres choses, dans Le Silence des Agneaux, manipuler Clarice Starling, et donc pousser la jeune enquêtrice du FBI à explorer ses propres traumatismes tout en l'aidant à résoudre une enquête, jouant donc un double rôle de mentor et de menace latente. On le verra mutiler dans Hannibal Mason Verger, donc il droguera effectivement l'homme d'affaires sadique, le poussant à s'automutiler, ce qui en fait l'un des exemples les plus choquants de sa cruauté. Après bon, Mason l'aura bien mérité quand même. On parle effectivement de quelqu'un qui passera son enfance à sa propre sœur. Donc voilà. Mason Verger ou Mason Lannister. Bon, et au-delà de ça, dans Dragon Rouge, on le verra effectivement enfermé, puisque Dragon Rouge est un préquel au Silence des Agneaux, on le verra enfermé derrière des barreaux, mais il restera quand même dangereux, orchestrant des évasions spectaculaires et des plus meurtrières. Moi, Hannibal Lecter, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué quand j'avais vu effectivement le fameux film Le Silence des Agneaux. J'étais extrêmement impressionné, surtout par la performance impériale d'Anthony Hopkins. Et donc, forcément, je me suis un peu rabattu sur les livres, et je me suis rendu compte, et attention, peut-être petit scoop pour ceux qui n'ont pas lu les livres, que à la fin du livre Hannibal, donc de la trilogie Hannibal, c'est-à-dire Dragon Rouge, Silence des Agneaux, Hannibal, à la fin, Clarice Starling et lui finissent ensemble. Alors que dans le film Hannibal, Lecter et Clarice finissent par se séparer, lorsqu'effectivement Lecter est obligé de se couper sa propre main afin de pouvoir s'enfuir, puisque Starling a menotté leurs 2 poignets ensemble afin qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Bref, vous m'avez compris. Alors que dans le livre, c'est totalement le contraire. Finalement, Clarice Starling finit par tomber amoureuse de lui et ils finissent ensemble. Et tu vois effectivement que le film a pas eu les couilles, entre guillemets, d'aller au bout de la démarche de Thomas Harris. Enfin bref, ça reste quand même sympathique pour ceux qui veulent lire le livre. Moi, je vous le conseille, c'est sympa. Ça m'a bien fait rire en tout cas. Ce qui est certain, c'est que c'est totalement immoral. Par contre, c'est vraiment une fin où le mec s'en bat les couilles.
D'ailleurs, ils finissent tous les deux par manger le cerveau d'un des collègues de Clarice Starling. Enfin, c'est assez fou. Bon, on a parlé d'Adventure Time, maintenant on va parler d'une autre série qui effectivement a fait parler d'elle et pas qu'un peu. Là, on va parler de Gravity Falls et donc on va parler effectivement de Bill Cipher. Alors, Bill Cipher, c'est l'antagoniste principal de Gravity Falls, une série qui mélange habilement mystère surnaturel et comédie. Et bien que son apparence puisse sembler innocente, cette espèce de triangle un peu marrant, avec son petit chapeau et son œil unique, eh bien Bill est tout sauf inoffensif, il vient du royaume des cauchemars. Une dimension qui existe hors de notre réalité, où règne le chaos et la folie totale. Lassé par l'ennui dans son propre univers, il ira jusqu'à détruire entièrement son monde d'origine, une preuve éclatante de son mépris pour tout ce qui existe. Bill aime beaucoup passer des pactes, on va le dire faustiens, avec ses victimes, prenant souvent le contrôle de leur esprit ou leur enfant des pouvoirs qui finissent in fine par les détruire. Et d'ailleurs, lorsqu'il réussit à pénétrer notre monde, on se rend compte qu'il peut plier sa réalité selon sa volonté, comme fusionner des planètes ou même modifier l'espace-temps, rien que ça. Et d'ailleurs, tant qu'il est dans le royaume des cauchemars ou qu'il possède un autre, Bill est presque impossible à arrêter. En fait, Bill ne veut rien d'autre qu'une anarchie totale. Son plan ultime, c'est de fusionner sa dimension avec la nôtre, afin de créer une réalité où il est le maître absolu, régnant sur un univers où il n'y a ni loi ni contrainte. Il ne considère rien ni personne comme sacré. Tout est un jouet pour son propre amusement. Et donc, je pense que c'est évident, Bill incarne le chaos absolu et la perversion d'un pouvoir sans limite. Et avec son apparence d'œil de la providence, il parodie l'idée de la surveillance divine, représentant non pas la sagesse ou la justice, mais une tyrannie démente et capricieuse. Et en parlant de tyran, bien évidemment, on va parler donc de Darkseid. Alors, Darkseid, on peut le dire, la némésis de Superman, est l'un des méchants les plus emblématiques de l'univers d'ici, rivalisant avec des héros comme Superman et Batman, même si bon, il est beaucoup plus fort que Batman, grâce à son intelligence machiavélique et sa puissance quasi divine. Darkseid est ce qu'on appelle une nouvelle divinité, née sur la planète Apocalypse, un monde infernal où domine la souffrance et l'esclavage. Il a d'ailleurs assassiné sa propre famille afin de s'assurer le trône, montrant dès ses débuts une ambition et une cruauté sans limite. Bon, avant toute chose, Darkseid possède une force physique, colossale, même Superman parfois a un peu de mal à rivaliser avec lui, et une invulnérabilité quasi totale. Et son but, c'est de chercher et de trouver l'équation d'antivie, puisqu'il cherche à contrôler l'univers entier, en supprimant le libre arbitre grâce à cette équation mathématique mystique. Et en plus de ses pouvoirs physiques complètement fous, Darkseid est un stratège brillant, orchestrant des plans complexes sur des millénaires. On va pas se mentir, Darkseid c'est juste Thanos sous stéroïdes, tout simplement. D'ailleurs, il me semble que la chaîne Death Battle a effectivement animé et fait un combat entre les deux, et je vous spoil, Darkseid humilie Thanos, même lorsque Thanos est en possession des 5 pierres de l'infini ou je sais pas quoi. Bon, au niveau de ces actes un peu picota, déjà, il y a l'esclavage de masse. Sur Apocalypse, ces sujets sont traités comme du bétail, condamnés à une vie de labeur et de torture quasiment éternelle. En plus de ça, Darkseid ne se contente pas de juste conquérir des planètes, en fait là, il est question de conquête interdimensionnelle. Il cherche à dominer des univers entiers, d'ailleurs, généralement, il y arrive. Et, en plus de tout ça, il annihile toute opposition sans remords, souvent juste pour asseoir son autorité. Et donc, au final, Darkseid représente le mal absolu, le totalitarisme incarné. Il est la personnification de la tyrannie, cherchant non seulement à dominer tout le monde physiquement, surtout Superman, mais aussi à effacer toute liberté mentale de tout un chacun dans l'univers. Donc c'est un client plutôt sérieux. Et puis, ce n'est pas le seul client sérieux, puisque là, il s'agira de parler de Palpatine. Forcément, le fameux empereur de Star Wars. Alors, Chief Palpatine, alias Darth Sidious, est l'archétype du manipulateur machiavélique. Et en tant que principal méchant de l'univers Star Wars, il symbolise la corruption que le pouvoir peut avoir sur les gens, tout simplement. Dans la prélogie, Palpatine commence comme un politicien apparemment bienveillant dans la République Galactique, dissimulant son identité de Seigneur Sith sous une façade de courtoisie. Et donc Palpatine orchestrera la guerre des clones afin d'affaiblir la République et de justifier sa montée au pouvoir lors du 3e épisode, la revanche des Sith. Et au-delà de ça, il est très fort. Il maîtrise la foudre Sith, la manipulation mentale, bref, il est super fort même avec un sabre, voilà. Et on verra petit à petit, au cours de la prélogie, Palpatine transformer la République en un empire totalitaire, supprimant toute opposition possible à son règne. Il ordonnera l'extermination des Jedi avec le fameux Ordre 66, l'Ordre 66 que tout le monde connaît, et en plus de tout détruire, il savourera la douleur et le chaos qu'il provoquera pendant des décennies. Aussi, Palpatine représente la corruption du pouvoir absolu. Son sourire sinistre et son rire démoniaque incarnent une joie perverse dans la domination et la destruction, et il n'est pas devenu absolument culte pour rien, le Palpatine. Il a un côté un peu nanar, on va pas se mentir, mais bon, on va dire que ça le rend quasiment attachant, d'ailleurs. En parlant de méchants nanars attachants et complètement épiques et complètement iconiques, forcément on va parler de Dio Brando.
de Jojo Bizarre Aventure. Alors, Dio Brando, c'est aussi un archétype, mais là cette fois c'est l'archétype du méchant égocentrique, prêt à tout pour assouvir sa soif de pouvoir, de reconnaissance et de vengeance. Alors, à la base, il est issu d'un milieu pauvre, et il grandit avec une haine viscérale pour l'élite. Il se verra adopté par la famille Joestar, mais son envie et sa soif de pouvoir le pousseront finalement à trahir ses bienfaiteurs. Et une fois qu'il se transforme en vampire, Dio fera l'acquisition déjà de l'immortalité et d'une force absolument surhumaine, et deviendra par là même vulnérable à la lumière du soleil. Et au-delà de ça, Dio peut séduire, manipuler un peu tout le monde, les transformant en serviteurs loyaux. D'ailleurs, on le verra dès son arrivée chez les Joestar, Dio torturait Jonathan Joestar en tuant son chien et en harcelant ses proches. Le mec est un salopard. Il transformera des innocents en monstres et n'hésitera pas à provoquer des massacres juste pour asseoir sa domination. Bon, vous l'aurez compris, voilà, Dio, au-delà de son fameux Zawardo, mais c'est l'incarnation du narcissisme et du mépris total pour la vie humaine. Il se considère comme étant une divinité et il méprise tous ceux qui sont inférieurs à lui. Voilà, bon, c'est un troll absolu. Doit-on encore parler de la fameuse scène avec Polnareff où le mec, il monte les escaliers, Dio fiche le temps, il prend Polnareff, il le fout en bas des escaliers, il revient en haut des escaliers lui-même, Dio, il cesse de figer le temps afin de pouvoir rentrer dans la tête de ce pauvre Polnareff qui comprend absolument pas pourquoi depuis 10 minutes ils essaient de monter les marches de ce foutu escalier sans pour autant arriver au bout. Donc voilà, il y a pas mal de scènes vraiment super cultes de Dio où on voit effectivement que c'est un troll absolu. Mais même au-delà de ça, ce mec a couché avec beaucoup de femmes, il a sucé le sang de la plupart de ces femmes-là d'ailleurs, mais de toutes ces femmes-là, il n'a laissé que les plus méchantes en vie, afin que leur enfant potentiel puisse avoir une enfance de merde, exactement comme lui. Donc voilà, c'est pour dire à quel point le mec est un déviant total et absolu. Et en parlant de déviant total et absolu, là il s'agira donc de Johann Liebert, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui, mais bon. J'ai envie de dire que si on parle de méchants les plus vénères de la fiction, faut parler de Johann Liebert, donc qui nous vient de l'œuvre de Monster de Naoki Urasawa. Donc Johann Liebert, le principal antagoniste de Monster, est souvent décrit comme un exemple parfait de l'incarnation du mal, en tout cas à visage humain. Contrairement à de nombreux méchants un peu plus flamboyants, Johann n'a pas de pouvoir surnaturel ni de gadgets sophistiqués. C'est juste un être humain ordinaire, mais c'est précisément ce côté un peu anodin de Johann qui le rend vraiment terrifiant. Il est charismatique, calculateur et d'une intelligence glaciale. Il manipule tous les gens autour de lui afin de provoquer la destruction et la mort, tout en conservant un air de calme absolu. Bon, alors au niveau du contexte, pour ceux qui ne connaissent pas le manga ni l'anime, Johann, lorsqu'il est tout petit, est sauvé par le docteur Tenma, un brillant chirurgien japonais. Mais derrière son apparence innocente et on va dire des plus angéliques, eh bien se cache un véritable monstre. Le manga ne s'appelle pas Monster pour rien. Johann orchestre des meurtres et des manipulations complexes, cherchant à prouver que l'existence humaine est dénuée de sens et que chacun peut sombrer dans l'abîme. Johann incarne un mal un peu subtil, celui qui naît dans le cœur des hommes. Il n'a pas besoin de lever le moindre doigt pour semer la destruction. Son intelligence et son charme suffisent à manipuler les autres. Johann se présente un peu comme un miroir de ses victimes, révélant leurs pires instincts et leurs failles les plus sombres. Johann croit en l'absurdité de l'existence et veut prouver que les êtres humains sont faibles et manipulables. Il prend un plaisir presque artistique à orchestrer la ruine des autres, les forçant à se détruire eux-mêmes. Il manipulera des innocents afin de les pousser à commettre des meurtres à sa place, il détruira des familles entières en jouant sur leur peur et les insécurités, il poussera même des policiers à se suicider, il poussera même des pauvres mecs sauter leur propre vie, et provoquera des massacres de masse en manipulant les tensions sociales et politiques. Symboliquement parlant, Johann est intéressant parce que il symbolise, la faille dans la philosophie du personnage principal du manga Monster, c'est-à-dire Kenzo Tenma. Parce que Kenzo Tenma, contrairement à Johann, c'est un mec très bien, c'est vraiment un mec super sympa, super gentil, et à ses yeux, toutes les vies méritent d'être sauvées. Mais le problème, et c'est là où repose toute l'ironie du manga, c'est-à-dire que si Kenzo Tenma n'avait pas sauvé Johann lorsqu'il était petit, Johann serait mort, il n'y aurait pas de problème, quoi. Voilà. C'est justement parce que Kenzo Tenma a forcé pour sauver Johann alors qu'il était petit, que finalement, 10 ans plus tard, le monstre le plus terrifiant de l'histoire de l'humanité, finalement, se mettra effectivement à sévir. Allez, on va rester dans les animés avec Kyubey, de Puella Magi Madoka Magica, de Gen Urobuchi. Alors, Kyubey, avec son apparence adorable et inoffensive, est l'antagoniste le plus insidieux de Puella Magi Madoka Magica, qui est donc, pour ceux qui le savent, un petit animé, ou peut-être pas si petit que ça, de Magical Girl, qui, comme certains autres animés de Magical Girl, a pour principal but de détruire et de déconstruire tous les tropes de ce genre de manga, de ce genre d'animé. Alors Kyubey, c'est une entité extraterrestre appartenant à une race appelée les incubateurs, qui a pour objectif de récolter l'énergie émotionnelle de tout un chacun, afin de maintenir l'équilibre de l'univers et d'empêcher l'entropie. Mais derrière son apparence kawaii, se cache une créature froide et manipulatrice, incapable de comprendre ou même de ressentir les émotions humaines.
En gros, le synopsis de l'animé, c'est que Kyubey propose à plein de petites jeunes filles de conclure un contrat. Il exauce un vœu en échange de leur transformation en Magical Girl, chargée de combattre des créatures nommées les sorcières. Et ce que Kyubey omet bien évidemment de leur avouer, c'est que ce contrat les condamne à devenir elles-mêmes, in fine, des sorcières, une fois que leur âme sera totalement consumée. Donc Kyubey ne tue pas directement, mais ses manipulations et son absence totale d'empathie provoqueront des tragédies déchirantes à travers l'animé et des multiples films qui s'en suivront, dans l'univers de Magica Madoka. Il ne voit pas les jeunes filles comme des individus, mais comme des ressources, comme du bétail à exploiter afin de remplir son objectif supérieur. Derrière Kyubey, il y a, on va le dire, une efficacité cosmique, puisque Kyubey considère les émotions humaines comme une source d'énergie, utile pour préserver l'univers. Et donc, Kyubey fonctionne avec un raisonnement utilitariste. Selon lui, le sacrifice de quelques individus est un prix négligeable, afin de maintenir l'équilibre cosmique. Et donc on le verra tout au long de l'animé, manipuler des adolescentes vulnérables et donc les condamner à un destin tragique. Il omettra délibérément des informations cruciales sur les conséquences de ces contrats et regardera impassiblement ces jeunes filles sombrer dans la souffrance et le désespoir. Kyubey au final est un peu une critique de la froideur et de la rationalité poussée trop loin et qui exploite les émotions humaines afin d'atteindre des objectifs prétendument supérieurs. Il incarne le danger de réduire les individus à des outils sans jamais considérer leur dignité, leur individualité ou même leurs besoins. Et dans le même genre, on va parler d'un autre méchant d'animé assez similaire mais finalement totalement différent. Un méchant dont j'ai beaucoup parlé d'ailleurs, je lui ai dédié une vidéo complète d'analyse. Donc là, on va discuter de Bondrewd de Made in Abyss. Alors, Bondrewd, également connu sous le nom de Seigneur de l'Aube, est l'un des antagonistes majeurs de Made in Abyss. C'est un scientifique et un explorateur absolument obsessionnel. Il est prêt à tout pour percer les mystères de l'Abysse, à un immense gouffre regorgeant de dangers et de secrets. Bondrewd combine un charisme apparent avec une cruauté abjecte, n'hésitant pas à sacrifier des vies humaines, même celles des enfants, même de ses propres enfants qu'il a adoptés, au nom de la connaissance, avec un grand C. Bondrewd est le gardien de la 5e strate de l'Abysse, un territoire si dangereux que peu peuvent espérer survivre à son exploration. Il effectue des expériences absolument inhumaines sur des enfants afin de comprendre les effets des malédictions de l'Abysse, les utilisant comme des cobayes dans des expériences souvent mortelles. Malgré tout ça, Bondrewd ne se considère pas comme un monstre. Il voit ses actes comme des sacrifices nécessaires afin de faire avancer la science. Ce qui le rend particulièrement effrayant, c'est son calme et son charme. Il traite ses victimes avec une apparence de bienveillance, les remerciant même pour leur contribution, entre guillemets. C'est ça qui le rend totalement terrifiant. Et même beaucoup plus terrifiant que la plupart des méchants de cette liste, parce que, contrairement à pas mal des méchants de cette liste, il est multidimensionnel, le Bondrewd. Effectivement, c'est un gros salopard, mais il aime sincèrement les enfants qu'il torture. C'est ça qui le rend totalement terrifiant. Puisque Bondrewd est prêt à tout, y compris à sacrifier des vies humaines, y compris même la sienne propre, afin de comprendre l'Abysse. Il croit sincèrement que ses recherches serviront à un bien supérieur, et donc on le verra sacrifier des enfants, y compris sa propre fille adoptive, pour mener à bien ses expériences. Il transformera ses victimes en cartouches pour les utiliser comme instruments biologiques, et continuera, malgré tout ça, de sourire et d'expliquer ses actions de manière rationnelle, même lorsqu'il commet les pires atrocités. Et symboliquement parlant, Bondrewd représente les dangers de la science déshumanisée et de l'arrogance intellectuelle. Il est une critique des individus qui justifient les pires horreurs au nom du progrès, sans considérer l'impact moral ou émotionnel de leurs actions. Bon allez, maintenant on va passer à, on va le dire, une série qui a changé complètement la manière dont, justement, les séries télé sont écrites. Là on va parler de la série Les Sopranos, et donc forcément on va parler de Tony Soprano, l'un des antagonistes les plus complexes jamais écrits à la télévision. Puisque oui, contrairement à la majorité des méchants de cette liste, et surtout des méchants de l'époque, ben c'est pas un dictateur, c'est pas un génie du mal, c'est même pas un monstre surnaturel, c'est juste un homme ordinaire, un mafieux certes, mais un père de famille avant tout, qui jongle entre son travail criminel et sa vie domestique plus ou moins discutable. Et c'est justement cette banalité qui rend Tony Soprano terrifiant en fait. Puisque Tony est le patron d'une famille mafieuse du New Jersey. Il est violent, impulsif, manipulateur et incapable de ressentir de véritables remords. Cela étant dit, il reste foncièrement humain, le Tony, puisque on le voit essayer de se soigner à travers la thérapie, cherche à comprendre ses propres pulsions et ses propres crises de panique. Et pourtant, et c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est que sa thérapie ne le rend jamais meilleur. Elle l'aide simplement à mieux rationaliser sa propre brutalité. Le Tony, en fait, c'est l'incarnation d'un pouvoir brutal et sans concession, mais dissimulé tout de même derrière un masque d'humanité. Et contrairement à beaucoup d'autres méchants dans la fiction, Tony Soprano n'a pas besoin de justifier ses actes par un idéal. Il agit par pur instinct de survie et pur instinct de domination. Et on le voit d'ailleurs essayer de tout contrôler, que ce soit son propre empire criminel ou même sa propre famille. Il se ment à lui-même en prétendant être un bon père et un homme honorable, alors que il est tout le contraire, puisqu'il est prêt à trahir et à tuer sans scrupule dès que l'occasion se présente. Il fait exécuter plusieurs de ses
propres amis et collègues par pur opportunisme, il manipule émotionnellement sa famille tout en menant une double vie sans le moindre scrupule, encore une fois, et il se justifie sans cesse auprès de lui-même, persuadé qu'il n'est pas si mauvais, alors qu'en réalité, eh bien, Tony Soprano est un monstre. Et donc encore une fois, Tony Soprano, c'est la déconstruction du gangster romantisé, tel qu'on a pu le voir dans les films de Coppola, notamment Le Parrain, mais d'autres aussi. Et il montre que derrière la figure du mafieux puissant et charismatique, se cache un homme brisé, égoïste, et même incapable de trouver la paix intérieure. Un homme qui n'arrive même pas à se regarder dans la glace. Et maintenant, on va passer à un méchant, ou plutôt une méchante qui, elle, n'a aucun souci à se regarder dans la glace. Là, il s'agira de Junko Enoshima, grande méchante de la série Danganronpa. Alors, Junko, c'est une antagoniste qui se démarque par une particularité rare. Elle n'a pas d'objectif rationnel. Contrairement à la plupart des méchants de cette liste et des méchants de la fiction, elle ne cherche ni pouvoir, ni domination, ni même un idéal. En fait, ce que veut Junko, c'est le désespoir. Junko est la principale instigatrice des événements de Danganronpa. Elle est manipulatrice machiavélique et surtout imprévisible. Elle orchestre un jeu de massacre entre lycéens triés sur le volet, simplement pour voir ce que ça donne. Et Junko est une nihiliste pure, obsédée par ce qu'elle appelle le désespoir ultime. Elle veut détruire l'ordre du monde, pas par idéologie, mais simplement parce que le désespoir, c'est une émotion qu'elle apprécie. Elle est en fait en pleine adoration du désespoir. Elle ne veut pas tuer quelqu'un en particulier, ou même conquérir un pays, ou quoi ou qu'est-ce. Elle veut juste que les gens souffrent et sombrent dans le désespoir, qu'elle romantise au plus haut point. Il faut comprendre que Junko, en fait, s'est toujours ennuyée dans sa vie. Elle est extrêmement belle, extrêmement intelligente, et en fait, la seule émotion qu'elle est capable de ressentir, à part l'apathie et l'ennui, c'est le désespoir. Donc forcément, ça l'a menée là où ça l'a menée. Et donc, on la voit manipuler ses camarades afin qu'ils s'entretuent dans un jeu sadique. Elle tuera sa propre sœur, ce qui est assez fou. Elle provoquera la chute de la civilisation humaine telle qu'on la connaît. Elle instaurera un régime de chaos total, elle ira jusqu'à se tuer elle-même, car c'est la seule chose qui pourrait encore la surprendre. Bref, voilà, Junko, c'est l'incarnation du nihilisme le plus extrême. Elle rejette toute idéologie, toute valeur morale, ne vit que pour une seule émotion, le désespoir. Bon alors, tout à l'heure je disais effectivement que notre ami Tony Soprano a un peu changé la manière dont les séries télé étaient écrites. Il faut savoir qu'avec les Sopranos, il y a eu un avant et un après. Parce que bien souvent, lorsqu'on veut expliquer l'impact incroyable que la série Les Sopranos a eu sur la télévision américaine de l'époque, on dit souvent que Tony était le premier vrai méchant protagoniste des séries télé. Puisque en général, dans les séries télé de l'époque, tous les protagonistes étaient généralement présentés comme étant des héros, quoi. En tout cas, des gens moralement recommandables. Et évidemment, c'est pas tout à fait le cas avec notre ami Tony Soprano. Cela étant dit, et je tiens quand même à le souligner, et ça va nous permettre d'embrayer sur le prochain personnage de cette liste, c'est que Tony Soprano, c'est pas le seul méchant protagoniste des séries télé. Tony Soprano n'était pas le premier méchant protagoniste des séries télé. Et d'ailleurs même, c'est même pas le premier méchant protagoniste d'une série télé célèbre. Et c'est là où on va parler d'une série qui a marqué son époque, ça c'est une évidence. Là, il s'agira de Dallas. Et donc, si on parle de Dallas, à un moment donné, il faudra parler de J.R. Ewing, évidemment, qui est donc un méchant unique dans cette liste, puisque lui ne tue pas, il ne torture pas, il ne fait rien, mais il détruit des vies quand même, avec une efficacité redoutable. C'est un maître de la manipulation et de la trahison. Et il est la définition parfaite du capitaliste dénué de toute pitié, prêt à tout pour accroître son pouvoir encore et toujours. J.R. Ewing, c'est l'héritier d'un empire pétrolier, et il passe en fait le plus clair de sa vie à manipuler, à trahir et à humilier, même à écraser tous ses ennemis, et d'ailleurs même ses amis, qu'ils soient membres de sa famille ou concurrents dans ses affaires. J.R. Ewing est terrifiant parce qu'il ne recule devant rien, et ça le rend effrayant, il n'éprouve aucune pitié. Contrairement à d'autres méchants plus flamboyants, eh bien, J.R., lui, il détruit ses victimes de l'intérieur. Il les ruine financièrement, les humilie publiquement et les broie mentalement. J.R. veut être l'homme le plus influent qui soit. Il n'y a que l'argent et le pouvoir qui l'intéressent, et ce, quel qu'en soit le prix. Et au-delà de ça, et je vais revenir à ce que je viens de dire, c'est pas tant l'argent qui l'intéresse, bien que, bon, il est très cupide, mais J.R. est plus intéressé par l'adrénaline du jeu. En fait, c'est quand on dit qu'il aime l'argent, en fait, il considère plus l'argent comme un high score, un peu comme dans un jeu vidéo. Plus il a de l'argent, et plus il est meilleur que tout le monde, en fait. C'est plus le plaisir de manipuler, d'écraser les autres, d'être le meilleur. C'est l'adrénaline.
qui intéresse J.R. Ewing, et on le verra effectivement à travers les milliards de saisons de Dallas, où on le verra par exemple ruiner la vie de son propre frère, simplement pour le voir souffrir, manipuler sa femme et toutes ses maîtresses, les laissant psychologiquement totalement détruites, et réduisant tous ses ennemis à néant, sans jamais se salir les mains directement. Donc voilà, J.R. Ewing, bien avant Tony Soprano, était l'incarnation de l'avidité et du capitalisme le plus impitoyable. C'est un homme prêt à sacrifier toute humanité, que ce soit son humanité ou celle des autres, pour son propre profit. Voilà. Après ça étant dit, je peux tout à fait comprendre que Tony Soprano ait peut-être plus marqué la télévision que J.R. Ewing, parce que contrairement à Ewing, Tony Soprano, a été un peu humanisé à travers par exemple les différentes séquences, on le voit en pleine thérapie et tout ça, bref, on a essayé quand même de lui donner une tridimensionnalité à Tony Soprano, ce qui n'est pas forcément le cas de J.R. Ewing, mais quand même, faut tout de même rendre ses lettres de noblesse à l'ami J.R., au petit frérot Ewing, et bon, se rappeler quand même qu'il avait un beau chapeau. Ne serait-ce que ça, quoi. Le beau chapeau de J.R. Ewing, tout de même, quoi. Respectez un peu le chapeau de J.R. Ewing. Bon, allez, maintenant on va parler d'un personnage que malheureusement je respecte beaucoup moins, mais bon, faut en parler parce que sinon dans les commentaires on va me reprendre par le callback. On va parler bien évidemment du petit Tommy, on va parler de Voldemort. Bon alors, Voldemort, le grand méchant de la saga Harry Potter, c'est la quintessence du tyran suprémaciste. Un personnage qui représente l'obsession de la pureté du sang, la peur de la mort et le désir absolu de contrôle. Bon alors, Voldemort n'est pas un personnage très intéressant, je l'ai déjà dit, je l'aime pas trop. Je le critique assez souvent dans mes innombrables vidéos sur Harry Potter, parce que bon, voilà, c'est un grand méchant sans qualité rédemptrice. Et bon, voilà, quoi, c'est tout. Il cherche le pouvoir, il cherche l'immortalité, il a un mépris total pour la vie humaine, il a un désir maladif d'effacer toute impureté raciale, pas les moldus, il n'aime pas les sang mêlés, alors que pourtant il est sang mêlé lui-même, enfin voilà, quoi. Voldemort veut créer un monde où seuls les sorciers de sang pur règnent. Il déteste et craint la mort plus que tout, il tue sans hésitation, y compris ses propres partisans. Bref, c'est un gros méchant, et c'est une allégorie, on va dire, assez lourde. Voilà, avec de gros sabots, des dictateurs et des idéologies suprémacistes. C'est un monstre qui sacrifie tout pour la pureté, pour une soi-disant pureté raciale et pour la domination de voilà. Bref, pas un méchant très intéressant, encore une fois, je n'aime pas Voldemort. Un personnage que j'aime bien, et là on va en parler, c'est Wilson Fisk, alias le Caïd, qui est l'un des antagonistes les plus stylés de l'univers Marvel, on va le dire. Puisque contrairement à la plupart des super-vilains, Wilson, je l'appelle Wilson, je me permets, n'a pas de pouvoir, il n'a pas de technologie avancée, il n'a pas de super-armure tel un Tony Stark, il n'a pas de mutation génétique non plus, voilà, c'était pas un X-Men. Tout ce qu'il possède, c'est son intelligence stratégique, sa force brute et son empire criminel. Puisque Fisk est un mania du crime qui dirige une grande partie, du crime organisé forcément, de New York. Et derrière son apparence imposante se cache un homme profondément méthodique, cultivé et dénué d'aucun scrupule. Fisk est un mélange parfait de brutalité et d'intelligence, ce qui fait de lui un adversaire quasiment inarrêtable, et contrairement à des criminels plus impulsifs, il manipule, corrompt et écrase ses ennemis avec patience et méthode. Quoique, et c'est ça qui le rend intéressant, Fisk ne se voit pas comme un monstre, il se voit lui-même comme un bâtisseur, un homme d'ordre, alors que, c'est un caïd, c'est un tyran. Et d'ailleurs, on le verra tuer ses ennemis de ses propres mains, souvent dans des accès de rage totalement incontrôlables, il détruit psychologiquement ses adversaires avant de les éliminer, et il manipule l'opinion publique afin d'apparaître comme un homme respectable. Bon, comme un certain Lex Luthor, avec quelques centaines de kilos de plus. Donc voilà, le caïd représente et symbolise une critique un peu de la corruption du pouvoir, un homme qui se croit légitime, alors qu'il impose une tyrannie du crime et de la peur à absolument tout le monde. On parlait d'un chauve avec Wilson Fisk, et bien on va parler d'un autre chauve avec le colonel Walter Kurtz, joué bien évidemment par Marlon Brando, dans le film légendaire Apocalypse Now. Alors le colonel Kurtz, c'est l'une des figures les plus terrifiantes du cinéma et de la littérature, puisque il est inspiré du personnage de Kurtz dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, et représente l'homme qui, confronté au chaos de la guerre du Vietnam, décide de devenir une espèce de divinité barbare, voilà, adoré par les Viet Cong environnants. Donc Kurtz était autrefois un brillant officier, un modèle de l'armée américaine, mais en plongeant dans la guerre du Vietnam, il réalise que les règles morales n'existent pas dans ce conflit. Il décide alors de, pourquoi pas, transcender l'humanité. On peut le comprendre, en devenant un seigneur de guerre sanguinaire, adoré comme une divinité par ses propres soldats. Et notre ami Kurtz ne devient pas un simple tyran, en fait c'est un homme qui a compris l'horreur de l'existence, l'horreur existentielle, voilà. Il a transcendé le cosmos et il a décidé d'y répondre par l'extrême violence. En fait, Kurtz, c'est un peu l'instinct de survie absolu. Il croit que la seule façon de gagner la guerre, c'est d'abandonner toute humanité. Il se voit encore une fois comme une divinité détachée de la morale humaine. Il érige un véritable royaume de la peur,
en pleine jungle où il dicte sa loi, il décapite ses ennemis et utilise leur tête comme avertissement, et il perd toute distinction entre l'homme et le monstre, ne voyant que la survie brute. Kurtz, c'est l'incarnation de la folie de la guerre, un homme qui a regardé l'abîme et qui s'y est plongé, en référence bien évidemment à la fameuse phrase de Friedrich Nietzsche. D'ailleurs, ça me permettra de parler en sous-main d'un autre méchant, bien évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler méchant ? Joseph Conrad. Et là, je ne parle pas de l'auteur du livre Au cœur des ténèbres, là, je parle évidemment de l'un de mes jeux préférés, Spec Ops The Line, avec Joseph Conrad qui... Bon, on voit effectivement la grosse référence à Apocalypse Now, qui est donc le chef du peloton du 33e régiment des États-Unis d'Amérique, bref, voilà quoi, qui prend en otage la ville de Dubaï. Et bon, j'ai pas trop envie de spoiler la fin de Spec Ops The Line, mais voilà. Le personnage de Joseph Conrad est un bon retournement du personnage de course, hein. C'est un peu une déconstruction. Hein. Ce qu'il existe et ce qui n'existe pas. Bon, je vais vous laisser jouer à Spec Ops The Line, mais oui, clairement, Conrad mérite sa place dans cette liste. Tout comme notre ami Martin Walker, hein, voilà, un de mes méchants préférés ever, mais je n'en parlerai pas ici, tout simplement parce qu'il n'est pas très connu, malheureusement, le Martin Walker. Bref. Si malheureusement Martin Walker n'est pas très connu dans l'univers des jeux vidéo, William Afton, lui, l'est beaucoup plus. Et là on parlera d'un autre jeu vidéo, celui-là beaucoup plus connu, là il s'agira de Five Nights at Freddy's. William Afton, aussi connu sous le nom de Purple Guy, est l'un des méchants les plus monstrueux du jeu vidéo moderne. Contrairement à d'autres tueurs en série fictifs, des jeux vidéo et également des fictions en termes généraux, bah, il ne tue pas pour le plaisir immédiat. En fait, il tue pour le contrôle, pour son propre amusement et surtout pour repousser la mort elle-même en tant que concept. Et là, on peut le comparer un peu à Voldemort d'une certaine manière. Donc en gros, Afton est le créateur des fameux animatroniques possédés dans Five Nights at Freddy's. Il a donc kidnappé et assassiné plusieurs enfants, les utilisant comme expérience afin de piéger leur âme dans des machines. Évidemment, les fameuses machines animatroniques. Et en fait, le truc de William Afton, c'est qu'il ne meurt jamais vraiment, puisque même après avoir été tué, piégé, brûlé et même écrasé, bah, il revient toujours, un peu à la Joker, symbolisant le mal absolu qui refuse de disparaître. Puisque vous l'aurez compris, là, Afton veut défier la nature elle-même, et donc il torture pour ce faire, et tue, sans la moindre émotion. Bon, on le voit effectivement kidnapper, assassiner des enfants, condamner les âmes des victimes à un supplice éternel, et continuer à revenir encore et encore à nous casser les couilles, en devenant une abomination mécanique. Et donc, vous l'aurez compris, William Afton représente cette espèce de figure monstrueuse qui ne peut pas être effacée. Voilà. Et qui ne sera pas effacée tant que Five Nights at Freddy's fera du pognon. Félicitations à Scott Cawthon, je pense que lui et tous ses enfants n'auront pas trop de soucis à se faire niveau financier. Je pense qu'eux, ils sont tranquilles. Ils sont blindax. Bon allez, on passe à la suite. Alors tout à l'heure je vous parlais un peu des X-Men, avec le fait effectivement que notre ami Fisk ne soit pas un mutant. Bah le truc c'est que Magneto, lui, bah c'est un mutant. C'est un antagoniste des plus tragiques de l'univers X-Men, puisqu'il n'est pas motivé par l'avidité, la cruauté ou même la destruction aveugle, il est motivé par la peur, le Magneto. Et puisqu'il pense sincèrement être dans son bon droit. Pour lui, les mutants sont persécutés et il ne veut pas répéter les mêmes erreurs du passé. Hein, voilà. Pour ceux qui le savent, il a failli se faire génocider, le Magneto. Il n'a pas forcément trop envie de repasser par la même épreuve, voilà, donc il veut préserver les mutants à tout prix et empêcher un nouveau génocide, quitte à en commettre un lui-même, c'est-à-dire tuer avant d'être tué. On le verra au fil des comics, au fil des films et au fil des films d'animation, déchaîner des catastrophes massives sur l'humanité, tuer les mutants qui refusent de le suivre, devenir le monstre qu'il pensait combattre, tout en restant convaincu qu'il agit toujours pour le bien. Donc voilà, bon, Magneto, on n'en parlera pas forcément longtemps, mais c'est un GOAT. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et il y en a quand même beaucoup, et je suis pas loin de partager leur avis, qui considèrent que Magneto est tout simplement le meilleur méchant, tout Marvel confondu, et là-dessus, je ne débattrai pas, mais c'est pas forcément faux. Voilà. C'est pas forcément déconnant, comme avis. Puisqu'on parle de méchants préférés des fans, là on va parler de l'un de mes méchants préférés, toute fiction confondue, là c'est un méchant qui a fait battre mon petit cœur, on va parler de Long John Silver. Alors, Silver, c'est le grand méchant de l'île au trésor, et c'est le prototype du méchant charismatique et manipulateur. Il peut séduire n'importe qui, même ses ennemis, mais reste fondamentalement égoïste. Et John Silver, au-delà d'être un menteur exceptionnel, capable de trahir tous ses alliés dès que cela l'arrange, tuer sans hésiter, et avoir un petit sourire en coin, ce qui fait que Long John Silver est un personnage qui m'a absolument retourné, eh bien c'est son humanité.
Une humanité que l'on voit dans l'île au trésor original de Robert Louis Stevenson, mais c'est une humanité qui est encore plus mise en exergue dans les différentes autres œuvres écrites par d'autres auteurs qui ont mis en scène justement John Silver. Bon, déjà, bien évidemment, on va parler de mon Disney préféré ever. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui date d'il y a quelques années. On va parler de La planète au trésor, mon Disney préféré, et donc... forcément, l'un de mes méchants préférés, toute fiction confondue, Long John Silver, qui a été, mais alors là, mis au nu dans ce dessin animé, dans ce film d'animation. Là, on peut dire que ils ont pas que redonné ses lettres de noblesse à Long John Silver, là, ils l'ont sublimé. Ce personnage est absolument extraordinaire, c'est lui qui fait le film, hein. On le revoit cyborgisé, mais de manière ironique, il n'a jamais été aussi humain, le John Silver. On voit vraiment sa relation avec Jim Hawkins être développée à fond, avec évidemment le côté paternel, le côté père adoptif, le côté guide spirituel qu'il aura avec Jim Hawkins. Enfin, je trouve ça vraiment magnifiquement bien écrit, incroyablement attendrissant. Enfin, le sacrifice qu'il fait à la fin du film, c'est-à-dire laisser son rêve lui glisser entre les doigts juste pour sauver ce gamin. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est même pas la seule fois où John Silver a été mis à l'honneur. Là, je vais parler, et attention Cocorico, d'une série de bandes dessinées françaises écrites par Xavier Dorisson et dessinée par Mathieu Laufray, qui a donc été publiée entre 2007 et 2013. Et cette bande dessinée m'a aussi extraordinairement plu. C'est effectivement une suite à l'île au trésor, donc c'est complètement inédit, puisque l'histoire se déroule plus d'une décennie après les événements du roman de Robert Louis Stevenson, et on revoit notre ami John Silver, qui a donc survécu aux événements de l'île au trésor, et qui repart encore une fois pour une nouvelle croisade, et peut-être même une dernière croisade, pour chercher une espèce de trésor en Amérique du Sud. Enfin bref, c'est vraiment très bon. Enfin, je veux dire, moi, j'étais tombé sur cette BD par hasard, j'ai même pas lu, je suis même pas allé voir ce qu'en pensaient les gens, j'ai acheté les 4 tomes directement, et je peux vous assurer que bah, j'ai pas regretté. J'ai pas regretté, c'est absolument extraordinaire, je vous conseille d'y aller. Si vous aimez John Silver, et si vous aimez l'île au trésor, et si vous aimez La planète au trésor, franchement, allez-y. Je trouve qu'encore une fois, John Silver fait le taf impérial, vraiment très bien écrit cette BD, j'ai beaucoup aimé. L'humanité de John Silver, encore une fois, est mise en exergue, ça fait plaisir, voilà. Bon, je vais arrêter de parler de John Silver, j'aime beaucoup ce personnage, mais vous aurez compris, voilà. C'est un personnage qui m'a marqué, c'est une évidence. Bon, maintenant, on va parler d'un autre personnage qui, selon les adaptations, peut être bien différent. Là, on va parler de Thanos. Alors, Thanos, vous le connaissez, c'est pas moi qui vais vous le présenter, c'est le tyran cosmique ultime de l'univers Marvel, convaincu que l'univers doit être rééquilibré par un massacre génocidaire. Bah écoutez, pourquoi pas. Et c'est là où c'est intéressant, parce que Thanos, dans l'adaptation du MCU au cinéma, est beaucoup plus humain que, bien souvent, lorsque l'on le croise dans les comics. Puisque vous le savez, dans le MCU, il veut réduire la population pour sauver l'univers, donc d'une certaine manière, c'est un extrémiste, mais poussé par une idée positive. Mais dans le comics, c'est pas tant qu'il veut réduire la population pour sauver l'univers, en fait non, il veut tuer masse personne juste pour charmer la mort. Voilà, parce qu'il est amoureux de la mort, donc il veut lui plaire, et pour lui plaire, il veut lui faire un cadeau, c'est-à-dire tuer tout le monde, afin d'avoir son attention pleine et entière. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même personnage. C'est sûr que voilà, après, dans les deux versions, il est super stylé, mais voilà, je vous laisse juger de quelle version est la meilleure. Alors voilà, la vidéo est terminée, elle était assez longue, même extrêmement longue. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres méchants que j'ai manqué. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a des méchants dont j'ai pas parlé. Sciemment, parce qu'il y a certains méchants qui sont vraiment hardcore. C'est quand même censé être une chaîne relativement tout public. Genre, après vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'il y a pire que Bondrewd ou Griffiths? Je peux vous assurer qu'il y a 1000 fois pire. Voilà, je peux vous assurer que là, maintenant, je pense à 2-3 méchants qui sont 1000 fois pires que ces pauvres mecs-là, dont je parlerai pas. Voilà. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai jamais. Il y a quand même ma famille et mes amis qui regardent cette chaîne. Donc, je vais quand même me retenir. Voilà, je pense quand même que c'est une liste relativement exhaustive. Voilà, vous pourrez quand même vous amuser avec ça, et puis on verra pour la suite. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.